Un petit matin de mai, à l'Élysée, entre les deux tours de la présidentielle. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Dans 4 jours, François Hollande laissera sa place à Emmanuel Macron. Bon, j'ai cru comprendre qu'on avait peu de temps. Voilà. Donc on va aller à l'essentiel. L'heure du bilan est d'évoquer sa bête noire, celui qui n'a cessé d'empoisonner son quinquennat et qu'il rêvait de voir tomber. Monsieur le Président, en arrivant à l'Élysée, vous aviez parié sur la chute rapide de Bachar al-Assad. Mais 5 ans après, il est toujours là. Est-ce que c'est pour vous un échec personnel? Personnellement, non, puisque moi j'ai tout fait pour qu'il puisse y avoir une solution en Syrie. J'ai tout fait pour que Bachar el-Assad puisse être considéré comme un problème et non pas comme une solution. J'ai tout fait pour punir ce régime alors qu'il faisait des atrocités et qu'il en fait encore. Vous pensez qu'il allait partir plus vite, vous, au début, en 2012? Oui, je pense qu'il pouvait partir. Je pense même que ce schéma-là était le plus probable. Les présidents français passent, le dictateur syrien reste, indéboulonnable. Après avoir mis son pays à feu et à sang, Bachar el-Assad nargue les Occidentaux qui tous prédisaient sa défaite. 15 ans que Bachar el-Assad mène la France par le bout du nez. Tombé sous le charme de ce dirigeant arabe à l'allure occidentale. Si bien accompagné, les Français pensaient s'en faire un allié au Moyen-Orient. C'est une technique de la part de Bachar el-Assad, c'est cette courtoisie anglo-saxonne. Et charmant, prévenant, attentif. C'est quelqu'un qui est très doué et que l'on a sous-estimé. Le dictateur est choyé, courtisé, même invité au défilé du 14 juillet. Mais la lune de miel va virer au cauchemar. Lors du printemps arabe en 2011, le président syrien dévoile son vrai visage. Celui d'un tyran qui n'hésite pas à réprimer dans le sang une révolte pacifique. Le président syrien a commis l'irréparable. L'ami Bachar devient encombrant, un boulet dont il faut se débarrasser au plus vite. Que fallait-il faire? Il fallait dire, Monsieur Bachar el-Assad, continuez à réprimer vos jeunes, continuez à assassiner dans vos prisons. C'était ça le choix. Je pense que nous avons eu la bonne réaction. Ça n'a pas réussi. Des armes françaises livrées aux rebelles syriens. Jusqu'aux frappes militaires avortées en 2013 et au renoncement d'Obama. Tout aura été tenté. La France est tenue en échec par un Bachar plus machiavélique que jamais. Lorsque Daesh menace son pays et terrorise le monde, le tyran se pose en rempart face à la barbarie. Alors que Paris est sous le choc des attentats, Bachar el-Assad joue sur les peurs et les divisions françaises. Le régime syrien est nécessaire dans un premier temps pour battre l'État islamique. Parce que si le régime syrien tombe, c'est l'État islamique qui s'emparera du territoire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de tendre la main à Bachar el-Assad? Je pense surtout qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas de collaboration à avoir avec un dictateur de ce type. C'est un barbare, c'est un dictateur, c'est un cynique qui utilise tous les moyens pour rester au pouvoir et pour mettre sa famille et son clan au pouvoir. Dans la hiérarchie des criminels, la famille Bachar est bien placée. Faut-il renouer avec Bachar au nom de la lutte contre Daesh? Ou en faire l'ennemi numéro 1? Un casse-tête dont hérite aujourd'hui le nouveau président Emmanuel Macron. Pour la première fois, nous avons réuni les principaux acteurs du dossier syrien. Ils nous racontent les coulisses de ces 15 ans de relations sulfureuses, 15 ans de manipulation et de paris ratés.
Il aura fallu un hasard pour que Bachar entre dans l'histoire. Ce jour-là, les Assad viennent de perdre brutalement leur fils adoré, Bassel, l'aîné de la famille, héritier du pouvoir. Il s'est tué en voiture à Damas. Le président Hafez a dû lui trouver en urgence un remplaçant. Il a 28 ans et Bachar al-Assad fait ici l'une de ses premières apparitions publiques à la télévision syrienne. Un jeune homme timide qui semble écrasé par le poids de ses futures responsabilités. La veille, il était encore étudiant en ophtalmologie à Londres. Bachar n'avait jamais imaginé un jour devenir président. Si son frère Bassel n'était pas mort, ça ne lui aurait jamais traversé l'esprit. Lui voulait être médecin. Bientôt, il sera président. Son destin est désormais scellé. À lui bientôt d'assurer l'avenir de la Syrie et d'être à la hauteur du lourd héritage légué par son père. Le général Hafez el-Assad, ou l'incarnation du vieux despote. Durant 30 ans, il a bâti par la terreur une des dictatures les plus fermées et les plus brutales au monde. Son fait d'armes, avoir maté dans le sang une révolte des frères musulmans à Hama en 1982, 30 000 morts. Un régime violent dont la France s'accommode alors, soucieuse d'entretenir ses liens avec cet ancien protectorat, l'un des pays les plus influents du Moyen-Orient. Je vous le disais dans les titres, la mort d'un des plus grands dirigeants du monde arabe. On le surnommait le lion de Damas. Hafez al-Assad est mort ce matin d'une crise cardiaque. 6 ans plus tard, à la mort d'Hafez el-Assad, le monde entier découvre l'héritier, comme perdu au milieu d'une foule en deuil. Bachar va-t-il suivre les pas de son père ou entamer une ouverture démocratique? Le jeune homme de 34 ans suscite énormément d'espoir, mais pour l'heure, c'est un parfait inconnu. Le jour de la mort de son père, comme j'étais le conseiller politique d'Hafez, on m'a demandé d'intervenir à la télévision et de présenter Bachar au grand public. Eh bien, je n'avais rien à dire. Même si je l'avais rencontré 6 ans avant qu'il soit président, je savais juste que c'était un jeune homme très doux, très affectueux, bien élevé, cultivé. Un garçon sympathique, novice en politique. L'occasion est trop belle pour Jacques Chirac, le vieil ami du monde arabe. Il est le seul chef d'État occidental à se déplacer aux obsèques d'Hafez. Chirac tient à être le premier à adouber le jeune Bachar. Il pense alors pouvoir jouer les parrains et se mettre facilement dans la poche ce président débutant. Les premiers contacts, c'était une impression d'un homme très gardé, un peu adolescent, si vous voulez. C'était une sorte de grand adolescent, flottant un peu dans ses habits. Mais je dirais, on l'a considéré comme quelqu'un qui n'était pas préparé. On a vu qu'il était assez falot, un peu emprunté dans ses gestes, dans son comportement. C'est quelqu'un que l'on n'a peut-être pas pris totalement au sérieux. Et bon, ça, c'est un peu l'arrogance d'une vieille puissance. C'est le début d'une longue série de malentendus. Alors que la France lui offre sa première visite d'État en Occident, Bachar donne le change et joue les bons élèves. Devant son nouveau mentor, il vante la démocratie française et promet de s'en inspirer en Syrie. Exactement ce que veulent entendre les Français. Bachar el-Assad vous explique que chez lui, chez ses parents, on a toujours parlé français.
qu'il a une vision d'un État, sinon laïque, du moins pluraliste. Qu'il respecte toutes les origines, toutes les communautés, et qu'il est le protecteur des minorités. Donc c'est un langage qui est ressenti comme positif. Je remercie Monsieur le Président Jacques Chirac et je souhaite à lui et à Madame Chirac nos meilleurs vœux. Je voudrais dire à vous tous notre hommage. Merci. Jacques Chirac est persuadé d'avoir l'ascendant sur Bachar. Il compte se servir de lui pour régler un dossier qui lui tient à cœur, le Liban, l'un des plus fidèles alliés de la France. Depuis 70 ans, la Syrie y règne en maître. Elle y a placé ses pions dans tous les cercles du pouvoir, politique, économique, militaire. Chirac veut forcer Bachar à retirer ses troupes du Liban. Il est à 1000 lieues d'imaginer de quoi son protégé est capable. Une voiture piégée, remplie de 2 tonnes d'explosifs, en plein jour, à Beyrouth. La cible est tuée sur le coup. Rafik Hariri, le Premier ministre libanais. Depuis des années, il tentait de se libérer de la mainmise syrienne, avec l'aide de son ami intime, Jacques Chirac. Le crime abominable. On aurait pu croire d'un autre temps, dont Rafik Hariri a été la victime, a suscité l'horreur et la consternation. Lorsque Jacques Chirac apprend l'assassinat de Rafik Hariri, il est en état de choc, il est livide, parce que Rafik Hariri était son frère. Lui et Bernadette, ils sont complètement... c'est comme s'ils avaient perdu un membre de leur famille. Immédiatement, les soupçons se portent sur l'homme à qui profite le crime, l'ennemi déclaré de Rafik Hariri, le maître de Damas. On s'est trompé parce qu'on n'a pas vu que Bachar el-Assad, on le verra après, eh bien, est l'héritier de son père, est l'héritier de sa famille. Et en plus, c'est quelqu'un qui est, en gros, très psychorigide. Plus vous faites pression sur Bachar el-Assad, moins il accède à vos demandes. Et à partir de là, la machine se grippe complètement, les relations sont complètement fermées. Jacques Chirac... pratiquement se promet à son entourage, ou en tout cas à l'entourage de Rafik Hariri, qu'il aura la tête du régime syrien. Et il pense que Bachar tombera avant la fin de son mandat. Chirac quitte l'Élysée, Bachar el-Assad est encore là. L'ex-protégé de Jacques Chirac est désormais un paria, un criminel aux yeux de la communauté internationale. Mais cela ne va pas durer longtemps. En 2007, changement de style, nouvelle approche, place désormais à la realpolitik. En quittant l'Élysée, Jacques Chirac confie le dossier syrien à Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy arrive à l'Élysée, il faut déchiraciser. Nicolas Sarkozy dit trop souvent qu'il est réaliste, qu'il va traiter avec les gens tels qu'ils sont, etc. Il en veut un peu à Jacques Chirac d'avoir fermé les options, de s'être enfermé dans une politique qui, au fond, n'a rien produit. On a toujours l'impression, et Nicolas Sarkozy en témoignait, qu'on sera meilleur que les autres. Le nouveau président s'est mis en tête de convertir les dictateurs arabes à la démocratie et au marché. Avec le Tunisien Ben Ali, l'Égyptien Moubarak, la coopération économique est renforcée. Le Libyen Kadhafi est réhabilité en échange de promesses de gros contrats. Un vent d'ouverture qui ne tarde pas à souffler aux oreilles du paria de Damas. Des émissaires restés proches de Bachar sont envoyés en éclaireur. Qu'est-ce qui intéresse Bachar el-Assad? C'est ce qui va se passer en France. Qui est Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'il fait courir? Et je lui dis en substance, président,
Nicolas Sarkozy est quelqu'un de libre. Bon, il arrive un peu en opposition par rapport à Jacques Chirac, donc bon, c'est une opportunité de réévaluer la relation franco-syrienne. Sarkozy veut renouer avec l'influent Bachar, en faire un solide allié, persuadé qu'il réussira là où Chirac a échoué. Il dépêche donc son homme de confiance, Claude Guéant, à Damas, pour enterrer la hache de guerre. Je suis absolument convaincu pour ma part que le devoir d'une diplomatie, c'est de faire en sorte que les pays qui se conduisent mal évoluent vers un meilleur comportement. Ce n'est pas de les cantonner définitivement pour l'éternité dans des comportements que nous réprouvons. 3 ans après avoir banni le président syrien, la France le remet en selle. Le dictateur opère son grand retour en Occident. J'ai eu le sentiment que Bachar lui-même et son épouse en avaient assez d'être considérés comme les pestiférés qui ne pouvaient pas rencontrer leurs homologues des autres pays. L'heure de la revanche a sonné pour Bachar. Cela commence par un joli cadeau. Un sommet économique à Paris, réunissant dirigeants européens et arabes. C'est l'Union pour la Méditerranée, le projet phare de Sarkozy. Au milieu des grands de ce monde, la France réhabilite Bachar al-Assad. Je crois qu'il était heureux, ça lui était certainement pas arrivé depuis longtemps, de se retrouver au milieu de chefs d'État et de gouvernement de toute la Méditerranée, mais aussi d'Europe, d'Italie, d'Espagne, de France. Pour lui, c'était quelque chose qui comptait. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a fait du Sarko, c'est-à-dire il est allé trop vite et trop loin. Autant l'ostracisme de Jacques Chirac était excessif, autant ensuite après, je dirais presque l'enthousiasme de Nicolas Sarkozy était excessif. Pour sceller son idylle avec Bachar, Nicolas Sarkozy l'invite au défilé du 14 juillet. En tribune d'honneur, en ce jour sacré pour la patrie des droits de l'homme. En coulisses, le symbole irrite jusque dans son propre gouvernement. Quel souvenir, vous, Bernard Kouchner, vous gardez de cette invitation de Bachar al-Assad au 14 juillet? Une grande gêne. Mais enfin, c'est le président de la République qui décidait. Est-ce que je devais m'en aller? Je trouvais que le 14 juillet, c'était beaucoup pour cet homme. C'était quand même pas un défenseur des droits de l'homme, le moins qu'on puisse dire. Donc, théoriquement, bon, il était là. Mais notre projet, c'était justement de faire en sorte que la Syrie évolue sur le plan du fonctionnement de ses institutions, sur le plan du respect des droits de l'homme et des libertés, etc. Et très franchement, Bachar nous avait laissé entrevoir une évolution très profonde de son régime, très profonde. C'est là où nous étions en désaccord avec l'entourage du président. Il n'y avait pas en retour de promesses. Ou les promesses, elles étaient des mensonges. En septembre 2008, Bachar al-Assad invite à son tour Nicolas Sarkozy. C'est la première fois depuis 6 ans que la France remet les pieds à Damas. Bachar joue d'emblée la proximité avec le président français et le charme opère. Le soir, ils ont dîné ensemble dans un des meilleurs restaurants de la vieille ville, à Damas. Ma table était juste à côté de la leur. On voyait bien, à la façon dont ils se parlaient, qu'ils avaient dépassé tous les vieux conflits et qu'ils étaient devenus des amis. Une lune de miel dont a été témoin l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. À l'époque, familier des voyages officiels entre Paris et Damas. On était parfaitement lucide. C'est une technique très très forte de la part de Bachar el-Assad, c'est cette courtoisie anglo-saxonne. Il est charmant, prévenant, attentif. Lorsque nous avions voyagé avec François Fillon, moi j'étais dans la voiture avec François Fillon et c'était Bachar qui conduisait. Tout ça était très sympathique.
Nous sommes allés dans un restaurant très sympathique avec Christine Lagarde. Enfin, en tout cas, on avait l'impression d'être avec des amis. Une balade dans Damas, assis sur la banquette arrière avec Bachar al-Assad au volant. Un numéro bien rodé auquel ont eu droit la plupart de ces visiteurs français. Is a good driver? You can ask him. Especially when we drive, when we go to the beach, it takes about 3 hours driving. This is the most enjoyable thing for me. En 2009, une équipe de télévision française suit le couple Assad pour un portrait autorisé. Christian Mallard avait pu exceptionnellement filmer le dictateur pendant 10 jours. Un exercice périlleux pour le journaliste. Quand je l'ai vu à Damas, il nous a joué ce que j'appellerais le grand jeu, avec son épouse Asma, le grand jeu pour occidentaux. J'avais l'impression que tout était fait sur mesure. Il fallait que le portrait soit bien léché, qu'il apparaisse sous ses meilleurs aspects, donc l'ouverture, aimable, sympa avec les gens. Enfin, il s'est servi de nous. C'est une totale falsification de son personnage, de son identité, du régime syrien. On a accepté, en toute honnêteté, quelque part, une forme de manipulation. Des méthodes autoritaires du régime, de l'absence de liberté d'expression, pas un mot dans le reportage, ni dans aucun autre. Pour détourner l'attention des médias, Bachar a une arme redoutable, son épouse, la très chic Asma. À chaque visite à Paris, il met en scène son couple. Deux amoureux en week-end, faisant du shopping dans les beaux quartiers, déjeunant en tête-à-tête tels deux tourtereaux. La séance photo de Paris Match fait le tour du monde. Le dictateur passerait presque pour un people. Les médias français en particulier soignaient beaucoup les visites du couple. De l'image d'un président criminel, on est passé à celle d'un chef d'État aimable, affectueux, qui se promène avec son épouse à son bras. Tout ça l'a poussé à se sentir comme le roi du monde. L'opération séduction se poursuit jusque dans les milieux culturels. À la demande de l'Élysée, des intellectuels et philosophes français de renom lui sont présentés. Comme en 2010, au Bristol. Plusieurs rencontres auxquelles assiste Joseph Baout. Bachar al-Assad va faire un numéro extrêmement impressionnant de lecture géopolitique, de balayage de la scène mondiale, de la place de la Syrie sur l'échiquier régional, de l'économie mondiale. Ce qui fait qu'en sortant, certains de ces intellectuels sont carrément bluffés. Nous l'étions tous un tout petit peu bluffés, je dois le dire, avec beaucoup de... Je le reconnais, je le reconnais comme beaucoup d'autres. En France, il y a ce système, effectivement, la mode et puis le phénomène de cour. Assad avait le double mérite d'être sulfureux, mais quand même bien vu. Pour les personnalités politiques et autres, ça paraissait très gratifiant, quoi. On se donnait une bouffée d'émotions à bon compte. Il est de bon ton de rencontrer les Assad à l'époque? En tout cas, ça ne gêne pas les dirigeants français, malgré le fait que tous les opposants sont en prison, même les plus modérés, que l'on continue à torturer en Syrie. Entre deux visites mondaines à Paris, l'Élysée présente aussi Bachar au gratin du CAC 40, comme ici en 2009. Si la France se montre aussi conciliante avec le despote, c'est peut-être qu'il y a à la clé des contrats juteux. À l'époque, tous les ministres du gouvernement défilent à Damas. Bachar a prévu 70 milliards d'investissements. Agrandissement de l'aéroport, métro de Damas. On signe des promesses, on prend la pause devant les caméras. Mais de gros contrats au final, il n'y en aura aucun. Et pour cause.
En Syrie, il y a un passage obligé bien ancré dans la tête des dirigeants du régime depuis longtemps. C'est la corruption. Pour décrocher des contrats, Bachar impose de passer par son cousin, l'homme d'affaires Rami Marlouf. C'est lui qui gère l'argent du clan Assad. Téléphonie, pétrole, banque, transport aérien. Il détient 65% de l'économie syrienne à lui tout seul. Rami Marlouf détenait le monopole sur le secteur privé et public syrien. Du coup, les entreprises n'avaient pas d'autre choix que de lui verser une commission. C'était une réalité. Et c'est pour ça que les entreprises françaises n'arrivaient pas à avoir de contrat en Syrie. Un régime corrompu au service d'un clan familial. Fin 2010, l'ouverture tant espérée par la France est dans l'impasse. Pourtant, l'Élysée semble encore y croire, jusqu'au bout. Ultime moment de complicité, lors d'un déjeuner entre couples présidentiels. Les Assad et les Sarkozy s'échangent des cadeaux comme de bons amis. Nous sommes à Noël 2010, à la veille d'un événement qui va enflammer le monde arabe. L'étincelle part de la Tunisie. Situation toujours extrêmement tendue en Tunisie. Des affrontements opposent régulièrement la police à des manifestants. Ce soulèvement populaire a commencé quand un jeune vendeur de fruits avait tenté de s'immoler par le feu. Le peuple réclame plus de liberté, moins de corruption. Après 25 ans au pouvoir, le clan Ben Ali est chassé en à peine 15 jours. Même scénario en Libye et en Égypte. Les despotes Kadhafi et Moubarak sont à leur tour balayés par le printemps arabe. En Syrie, après 40 ans sous la dictature des Assad, le peuple sent venir son heure. Votre tour viendra, docteur, ont tagué des enfants sur un mur de Dera, dans le sud du pays. Leur arrestation, suivie de tortures par l'armée, entraîne une vague de protestations qui, en quelques semaines, s'étend ville par ville à tout le pays. Réformé ou réprimé comme l'aurait fait son père, autour de lui, son clan est divisé. Bachar hésite. Il a finalement décidé de ne pas se soumettre. Il s'est mis dans la tête que personne ne pourrait lui tordre le bras, surtout pas son peuple. À cette soif de liberté, Bachar répond par la brutalité. Il ordonne à ses troupes de tirer sur les manifestants au départ pacifique. Face à l'armée, les opposants prennent les armes à leur tour pour se défendre. La Syrie sombre peu à peu dans la guerre civile. L'armée du régime bombarde des villes entières sans aucune distinction entre combattants et population. Le président syrien a commis l'irréparable. Plus de 3500 morts, des dizaines de milliers de blessés, prisonniers et disparus. La France n'a d'autre choix que de lâcher son ami Bachar, devenu bien trop encombrant. Effectivement, nous avons été très choqués de la façon dont les choses se passaient, parce qu'elles se sont mal passées tout de suite. Le régime s'est durci de façon considérable tout de suite. Nous avons été choqués, c'est vrai, et très déçus pour tous les espoirs que nous avions mis dans cette reprise de contact. À l'Élysée, on se dit, on s'est trompé. Pendant des années, voire des décennies, on était aux côtés des dictateurs. Et pour faire oublier ce compagnonnage étroit avec Bachar el-Assad, il fallait, cette fois-ci, être du bon côté de l'histoire.
Une volte-face qu'assume totalement l'ancien ministre des Affaires étrangères. Que fallait-il faire? Il fallait dire, Monsieur Bachar el-Assad, continuez à réprimer vos jeunes, continuez à assassiner dans vos prisons. C'était ça le choix. Je pense que nous avons eu la bonne réaction. Ça n'a pas réussi. À l'époque, au Quai d'Orsay, conseillers et experts se persuadent que Bachar el-Assad sera obligé de partir. Et que ce n'est qu'une question de semaines. Mais au même moment, à Damas, c'est une réalité bien différente que vit l'ambassadeur Éric Chevalier. Ne sous-estimons pas la capacité de résistance de Bachar et de son clan, alerte-t-il régulièrement dans ses comptes rendus. Il y a un régime qui est fort et qui ne donne pas du tout l'impression de vouloir céder, et avec une unité du système militaire et sécuritaire qui semble assez forte. Et on a dit, il y a des facteurs de résistance qui font que, il nous semble, que Bachar ne tombera probablement ni rapidement ni facilement. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Répondu, il y a évidemment, ça crée un peu de surprise parce que les gens sont dans le sentiment que il y a eu la Tunisie, Ben Ali est tombé, il y a eu l'Égypte, Moubarak est tombé, Kadhafi n'est plus là, et qu'il y a un espèce de mouvement de l'histoire qui est en train de se produire et qui est inéluctable aussi pour Bachar. Éric Chevalier n'est plus audible à Paris. On l'appelle, on lui dit « On en a marre de tes télégrammes, on ne veut plus entendre ce discours, Bachar el-Assad va tomber, Bachar el-Assad doit tomber. » La machine infernale est lancée. Ce qui se passe, c'est un scandale. L'ambassade française à Damas est fermée. Et la France prend la tête de la fronde anti-Bachar en Europe. Quand un chef d'État se comporte ainsi, il n'a plus de légitimité et de perspective à long terme. Alain Juppé est le premier à adouber l'opposition syrienne comme seul représentant légal du peuple syrien. Le Conseil national syrien est pour nous l'interlocuteur légitime avec lequel nous souhaitons continuer à travailler. Avec ses opposants en exil, Alain Juppé pense alors avoir trouvé la solution pour l'après-Bachar. Monsieur Juppé nous disait « Nous vous accompagnons de tout cœur ». Nous avions une couverture médiatique qui était essentielle pour les manifestants, puisque lorsque l'on compte sur des moyens pacifiques, on attend les caméras pour agiter les opinions publiques. Nous sommes tournés vers ce qui nous apparaissait comme une opposition démocratique, si le mot a un sens, en tout cas non violente, et nous avons essayé de la conforter. Le drame de la Syrie, c'est que cette opposition n'est pas arrivée à s'unir. C'était de bons universitaires qui avaient peut-être un peu perdu le contact avec la réalité syrienne. Ces braves opposants, ils représentaient pas grand-chose, quoi. Ils représentaient pas grand-chose, et on allait s'en rendre compte assez rapidement. À l'été 2012, le nouveau gouvernement Hollande poursuit la même stratégie que l'équipe Sarkozy. Il va même durcir le ton et faire de la chute de Bachar la priorité de son quinquennat. Quand j'arrive, en mai-juin 2012, ça fait déjà plus d'un an que le régime syrien tente d'écraser une rébellion pacifique, un soulèvement face à une dictature. Le régime est affaibli à l'été 2012. Une solution politique doit donc être soutenue, et c'est ce que fait la France. À peine élu, François Hollande reconnaît à son tour le Conseil national syrien et va encore plus loin, en acceptant de livrer des équipements militaires à leur bras armé sur le terrain, l'armée syrienne libre. Un mélange de civils et d'anciens soldats de l'armée de Bachar ayant fait défection. Mais sur le front, l'armée syrienne libre est concurrencée par des centaines d'autres groupes qui combattent le régime. Alors au moment des livraisons d'armes, les services de renseignement français font le tri et la situation paraît bien confuse. C'était une foison de groupes armés différents. Vous aviez ce que je vais appeler des katibas villageoises qui défendaient leur propre territoire, leur village, leur ville, leur campagne. Vous aviez des gens qui avaient des vocations plus nationales, d'autres plus idéologiques.
Et tout ça, finalement, s'est confronté. Chacun a cherché à devenir un peu le leader face au régime de Bachar. Les Français n'ont pas le droit à l'erreur. Car dès 2012, à côté des rebelles modérés, des dizaines de groupes islamistes sont déjà en embuscade. Si leur but est bien de renverser Bachar al-Assad, comme la France, leurs motivations djihadistes, elles, ne font aucun doute. Alors, cette question, elle s'est posée dès l'été 2012. Fallait-il leur donner des moyens militaires qui auraient pu être, à un moment, utilisés par de mauvaises mains? Donc j'ai toujours considéré que la France devait fournir des moyens militaires que si nous étions absolument sûrs que ce serait dans un but qui était un but d'affaiblir le régime et en aucune façon de tomber dans les mains de terroristes. Si le président décide de fournir à certains éléments dûment identifiés, dûment vérifiés des équipements, c'est parce que nous avions confiance dans les interlocuteurs que nous avions devant nous. Il y avait de l'inquiétude sur ce sujet entre vous? Non, il y avait une certaine confiance dans l'identification des groupes qu'il fallait soutenir et ceux qu'il ne fallait pas soutenir. Et quand il y avait un doute, on ne soutenait pas. Jumelles de visée nocturne, équipement léger, quelques missiles anti-chars. Par prudence, la France se limite à des livraisons symboliques. Donc la France a fourni quelques armes, a fourni du matériel de transmission, du matériel d'écoute, etc. Mais pas grand-chose. Ce qui d'ailleurs a suscité beaucoup d'amertume chez ces rebelles, puisqu'ils se sont dit la France est sympathique, ils parlent beaucoup, mais ils agissent peu. Sous-équipés, les rebelles modérés perdent vite du terrain, au profit des insurgés islamistes, lourdement armés, eux, par le Qatar et l'Arabie Saoudite. À l'été 2013, le régime ne contrôle plus qu'un tiers de son pays. Et hormis quelques rares inspections de troupes, Bachar se terre dans son palais. Les rebelles sont alors aux portes de Damas. Acculés, Assad est prêt à tout pour les écraser. Le 21 août 2013, la banlieue de Damas est bombardée à l'arme chimique, du gaz sarin. Au moins 1500 morts, dont de nombreux enfants. L'attaque horrifie la planète. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. François Hollande s'affiche en chef de guerre implacable, persuadé qu'il tient enfin l'occasion de se débarrasser d'Assad. Les armes chimiques, c'est des populations civiles qui suffoquent, des enfants qui meurent. Donc nous avons là tous les éléments pour punir le régime et Bachar el-Assad. C'est une vraie rupture. La ligne rouge internationale, la ligne rouge de la communauté internationale a été franchie. Le non-usage de l'arme chimique fait partie de notre vie ensemble au niveau de la planète. Rompre cela avec une telle violence, j'avoue avoir été secoué. La France prend la tête d'une coalition internationale. We've seen in Syria are appalling scenes of death and suffering. Obama, après avoir énoncé un an plus tôt une ligne rouge sur l'arme chimique, se doit de réagir. Question de crédibilité. I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. En cette fin du mois d'août 2013, c'est le branle-bas de combat à l'Élysée. La France s'apprête à entrer en guerre. Avec Barack Obama, avec David Cameron, nous préparons un plan pour frapper le régime syrien. Il ne s'agissait pas d'attaquer des sites où Bachar el-Assad aurait pu se situer. Il s'agissait de détruire un certain nombre de sites militaires pour montrer que nous n'acceptions pas l'inacceptable. Côté français, tout est prêt. Dans quelques heures, les Rafales mettront cap vers les côtes syriennes. 5 missiles Scalp vont s'abattre sur Damas. Paris a identifié plusieurs sites militaires,
depuis lesquels l'ordre de l'attaque chimique a pu être donné. Il y avait combien de cibles? Un nombre de cibles suffisant pour faire mal au régime syrien. C'est-à-dire? Je ne vous dirai pas exactement combien, mais un certain nombre de cibles qui auraient fait mal au régime syrien, oui. En tous les cas, qui leur a amené à vraiment réfléchir sur les conséquences de son propre acte d'utilisation d'armes chimiques contre l'opposition qui était la sienne à ce moment-là. The eyes to the right, 272. The nose to the left, 285. Mais coup de tonnerre, les parlementaires britanniques votent contre les frappes. David Cameron se retire. De quoi faire hésiter le président américain. Ce samedi 31 août, le moment est historique. À quelques heures des frappes, François Hollande reçoit l'appel de Barack Obama, censé donner le feu vert. L'appel d'Obama, nous pensions que c'était pour aller vite, et même encore plus vite. Et donc c'est avec une certaine stupéfaction que nous entendons son propos, dont on comprend qu'il n'y aura pas de suite. Lâchés par les Américains, les Français annulent l'opération. Les Rafales font demi-tour. Est-ce que la France pouvait seule intervenir par des frappes en Syrie? Nous n'avions pas, sur le plan du droit international, la possibilité de le faire. Et en plus, je ne suis pas sûr que l'opinion publique française l'aurait forcément compris si nous avions été seuls. Vous avez compris les arguments de Barack Obama? Non, mais je ne suis pas le seul. Notre jugement, je parle en termes diplomatiques, est sévère. Notre déception est très grande. C'était une ligne rouge majeure que la communauté internationale s'est donnée à elle-même et qui était franchie impunément. Et qui, en fait, était une ouverture d'un droit à user de l'arme chimique sans aucune mesure de rétorsion. François Hollande a perdu son pari. Bachar al-Assad est renforcé par cet aveu de faiblesse. C'est très certainement une victoire pour Assad. Le message était « tout est permis, il peut aller jusqu'au bout, il peut faire ce qu'il veut contre son peuple, il peut tuer peut-être des millions, le monde ne bougera pas, ne fera rien. » Vladimir Vladimirovich Poutine. Les Occidentaux hors jeu. Un nouvel acteur en profite pour faire son entrée. La Russie, allié historique de la Syrie. Le président Poutine se pose en conciliateur dans la crise des armes chimiques. En réalité, il va être un soutien décisif pour Assad. Fragilisé il y a encore quelques mois, Bachar se sent invulnérable au moment d'entamer son 3e mandat. Mais bientôt, un nouvel ennemi le menace. Été 2014, le groupe Daesh, parti d'Irak, s'empare de manière fulgurante d'un tiers de la Syrie. Leur propagande est redoutable. Les islamistes s'affichent en défenseurs du peuple syrien, opprimé par un tyran mécréant. Très vite, ils parviennent à enrôler des centaines d'Européens, déçus par l'inaction de leur gouvernement face à Bachar el-Assad. Des centaines de Français partent faire le djihad. Le conflit syrien devient un problème national. Il y a eu cette espèce de pompe aspirante. Et à partir de 2013-2014, lorsqu'il y a cet afflux de jeunes Français qui vont en Syrie, on se dit, voilà, la menace, elle va se retourner contre nous. Été 2015, 6 mois après l'attentat de Charlie Hebdo, une nouvelle attaque se produit. Dans un Thalys reliant Amsterdam à Paris, un homme tente de tirer sur les passagers avant d'être maîtrisé. On l'a ficelé, il est ficelé, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, c'est un djihadiste de retour de Syrie, téléguidé par Daesh. Un électrochoc au sommet de l'État. En ce début d'année 2015, Le Drian est inquiet et cette inquiétude grossit au fil des mois. Les signaux qui remontent des services de renseignement, notamment à l'été 2015, sont très alarmistes. Sont en train de se mettre en place de véritables usines qui visent à nous frapper, nous, à cibler Paris. En cet été 2015, un vif débat s'engage au sein de l'exécutif. Faut-il frapper Daesh en Syrie et revoir nos priorités? Le président hésite.
Schématiquement, d'un côté, on a le Quai d'Orsay qui dit que si on affaiblit l'ennemi de Bachar, bien évidemment, on va le renforcer. Et puis, de l'autre côté, une position plus pragmatique, celle de Le Drian et du ministère de la Défense, disant il faut les frapper avant qu'ils nous frappent, il faut frapper Daesh avant qu'on soit frappé par Daesh. Jean-Yves Le Drian finit par avoir le dernier mot. Un tabou est brisé. Je considérais pour ma part que la menace sur nous était là, Daesh. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Donc, j'étais amené, d'une certaine manière, à établir une certaine hiérarchie dans les combats. Ça voulait dire que Bachar passe au second plan? Hiérarchie parce que Daesh est notre ennemi, Daesh nous frappait chez nous. François Hollande se résout à lancer des frappes. Des djihadistes sont ciblés à Raqqa. Durant 3 mois, la France a donc officiellement 2 adversaires en Syrie, Bachar et Daesh. Bientôt, il faudra choisir. Le 13 novembre 2015, tout s'accélère. Des djihadistes de retour de Syrie frappent la capitale. 130 morts. François Hollande est contraint de revoir ses priorités. Énième revirement diplomatique dans le dossier syrien. Monsieur le Président de la République! Tous contre Daesh. Bachar al-Assad attendra. En Syrie, nous cherchons résolument, inlassablement, une solution politique dans laquelle Bachar al-Assad ne peut constituer l'issue. Mais notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Une bouffée d'oxygène inespérée pour le dictateur. Assad joue alors la guerre des images et invite les médias du monde entier. L'occasion de donner quelques leçons à ses plus grands détracteurs, les Français. The same principle, the same concept. And we said at that time that this is only the tip of the iceberg. What's under the water is much bigger. They didn't learn. Magnanime, Bachar va jusqu'à proposer son aide à la France. Vous êtes prêt à vous battre avec la France contre le terrorisme si elle vous le demande? Avec les services secrets par exemple? Ils n'ont pas besoin de demander, il faut seulement qu'ils soient sérieux. Là, nous sommes prêts à combattre le terrorisme avec eux, avec ceux qui le veulent vraiment. Et jusqu'ici, le gouvernement français n'est pas sérieux. Sa stratégie, se poser en rempart face à Daesh. Moi ou le chaos, c'est évidemment un piège que nous tend Assad. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, je ne réponds pas à vos critères de démocratie occidentale, mais nous avons le même ennemi, donc nous sommes des alliés. Face à la barbarie de Daesh, Bachar réapparaît comme fréquentable aux yeux d'une partie de l'opinion. Dès 2015, plusieurs parlementaires français lui servent de relais. Il s'affiche tout sourire aux côtés du pestiféré de Damas. Faut-il renouer avec Bachar? La question empoisonne le débat politique. Quelle que soit la nature du régime de Bachar el-Assad, le problème il est simple, c'est Assad ou Daesh. Bonjour Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de tendre la main à Bachar el-Assad? Non, mais je pense surtout qu'on n'a pas le choix. Le régime syrien est nécessaire dans un premier temps pour battre l'État islamique. Parce que si le régime syrien tombe, c'est l'État islamique qui s'emparera du territoire. Alors que certains voient en Bachar un recours face à Daesh. Sur le terrain, les bombes de l'armée syrienne et russe ciblent en priorité les rebelles. Comme à Alep en mars dernier. Le plus souvent, le régime épargne les positions de Daesh, cet ennemi si utile pour Assad. La présence de Daesh renforce le régime. Aujourd'hui, lorsque Daesh occupe un territoire, ceux qui le combattent, ce n'est pas le régime. Le régime s'en va quand Daesh arrive. Le régime intervient même parfois pour permettre à Daesh de prendre des territoires. Il n'y a pas de collaboration à avoir avec un dictateur de ce type. Il a une armée, dit-il. Enfin, en tout cas, il y a des éléments qui travaillent pour son armée. Sont-ils allés combattre Daesh? Non? Bon. Quel rempart? Comment, après tant de ratés, résoudre enfin le casse-tête Bachar al-Assad? À Versailles,
lors de sa rencontre avec Poutine, le nouveau président Emmanuel Macron annonce qu'il est prêt à collaborer avec les Russes, principal allié de la Syrie, mais en même temps qu'il n'hésiterait pas à frapper le régime d'Assad, comme l'a fait Donald Trump il y a 3 mois. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Une main tendue, mais à la poigne musclée. L'art de concilier morale et réel politique. Un débat que la France n'a jamais réussi à trancher. Il faut s'associer aux démarches diplomatiques, s'associer aux Russes, s'associer aux Iraniens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est eux, avec les Américains, qui vont décider du sort de Bachar el-Assad. Et donc il faut qu'on rentre dans ce jeu-là. Emmanuel Macron a dit on s'est trompé, on a été dans l'irréel politique, il faut qu'on revienne à la réelle politique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la France a parfois, dans sa diplomatie, été guidée par des postures morales? Je sais bien que c'est un grave péché que d'accorder de la place à la morale en politique étrangère. C'est vraiment un saut d'infamie. Vive la réelle politique, jamais la morale. C'est pas exactement ma conception de la vie publique et de la vie politique. Je pense qu'il y a une part pour les principes et pour la morale et que c'est la grandeur de la France et la dignité de la France que de le faire, de ne pas être toujours prisonnière de ses seuls intérêts. Aujourd'hui, la France ne demande plus le départ sans condition de Bachar el-Assad. À lui seul, le dictateur aura provoqué le chaos dans son pays. Désormais réduit en partie à un tas de ruines. Un chaos qui aura poussé des millions de Syriens à l'exil et entraîné la mort d'au moins 450 000 personnes, dont des milliers torturés dans les prisons du régime.